Arségiennes, Arségiens, bonjour. Bienvenue dans ce numéro du webinaire Arsègue le Mag, nouvelle formule. Alors, nouvelle formule parce que nouvelle présentation, nouvelles lunettes et nouveau format avec des débats, une veille métier, des actus et des rubriques qui viendront enrichir nos prochaines sessions au fur et à mesure. Pour ce mag, je serai entouré de chroniqueuses et de chroniqueurs issus de notre réseau et bien entendu de fidèles adhérents et partenaires qui viendront partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques avec nous. Quant à vous, chers auditeurs, vous pouvez réagir, poser vos questions et partager vos expériences sur le chat ouvert rien que pour vous. Allez, c'est parti. On rejoint tout de suite Julie Doen. Elle est rédactrice en chef de Workplace Magazine pour l'édito de ce webinaire Arsègue, le MAG. Julie, bonjour. Bonjour Lionel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Comme je l'ai dit, tu es rédactrice en chef de Workplace Magazine, le titre magazine de l'Arsègue. Alors, de quoi souhaitais-tu nous parler dans ton édito? Il me semble qu'il va être question de retour au bureau. Je me trompe? Alors oui, en effet, une question anime tous les débats en ce moment chez les directeurs de l'environnement de travail, les directeurs immobiliers, les DRH, Facility Managers. Comment et pourquoi faire revenir les salariés au bureau? Après avoir expérimenté le télétravail forcé pendant près de 2 mois, difficile en effet aujourd'hui de dire que cette organisation du travail ne marche pas et de demander expressément aux collaborateurs de revenir au bureau. 85% des DRH souhaiteraient d'ailleurs pérenniser la pratique du télétravail au sein de leur entreprise en adoptant un modèle hybride à distance et en présentiel, avec en moyenne 2 jours de télétravail par semaine, un chiffre quand même assez conséquent. En effet, si nous pouvons travailler, nous connecter, échanger, nous réunir à distance et par écran interposé, pourquoi persister à se rendre au bureau 5 jours par semaine? Cette pratique généralisée du home office réinterroge finalement les entreprises sur le sens et la fonction qu'elles donnent au bureau, sur leur politique immobilière et sur la place qu'elles réserveront aux espaces de travail dans l'après-Covid 2019. Ah, très bonne question, effectivement. On peut même s'interroger, Julie, sur l'impact de la pandémie, à la fois sur les bureaux et sur l'immobilier d'entreprise en général, d'ailleurs, non? Et oui, tout à fait. Que faire, par exemple, de tous ces mètres carrés laissés vacants? Quel sera l'avenir du bail locatif 369 alors que les entreprises se préparent à affronter une crise économique sans précédent? Et aura-t-on toujours besoin d'autant de mètres carrés? On peut en douter, mais des mètres carrés peut-être mieux utilisés, plus flexibles, suivant les croissances, les aléas et permettant les échanges, la rencontre et le lien social, qui avons-nous manquent quand même cruellement en télétravail. On dit oui. Si nous n'en étions qu'aux prémices jusqu'à présent, la pandémie du Covid-19 devrait accélérer la remise en question du bureau en tant que lieu de production du travail et réaffirmer sans doute sa vocation d'interaction physique et sociale. Nathalie Rigaud de Silkes nous disait récemment « Retrouver le collectif, la normalité des relations sociales, être ensemble, c'est travailler ». Et plus récemment, un autre directeur immobilier me confiait « Nous allons mettre en place de nouvelles manières d'habiter et d'occuper nos bureaux ». Vaste programme donc qui attend les directeurs de l'environnement de travail. Et sur ce sujet, je suis sûre que tes invités, Lionel, auront des retours d'expérience, bonnes pratiques, visions et réflexions à nous partager. Je te donne donc la parole. Merci beaucoup, Julie, pour cet édito de ce premier webinaire Arsègue le Mag, nouvelle formule. Ça fait effectivement beaucoup de questions soulevées et je vous propose d'entrer tout de suite dans le vif du sujet avec notre débat dans cette période de crise sanitaire. Est-ce que la filière environnement de travail n'est pas un peu la première victime du télétravail? Je vous propose d'en discuter tout de suite. Le débat, c'est parti. Alors,
pour pour échanger sur cette question brûlante, je suis ravi d'accueillir nos invités. Alors, je devais commencer par Dominique Delattre de Metz, qui va nous rejoindre sous peu. Alors, Dominique a accepté de remplacer Emmanuel Martins, qui devait participer à ce webinaire et qui ne peut malheureusement pas être présent aujourd'hui pour de tristes circonstances. On pense évidemment très fort à lui. Mais je suis ravi d'accueillir Guillaume Fouchot. Bonjour Guillaume. Bonjour. Bienvenue, merci de ta présence. Tu es Office Manager, j'en profite pour faire un clin d'œil au tout nouveau club Office Manager qui a été lancé officiellement la semaine dernière, le petit dernier des clubs ARSEG. Tu es Office Manager chez OVH Cloud. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que fait OVH, son activité et puis le périmètre de ta fonction, s'il te plaît? Bien sûr. Donc bonjour à tous. Donc OVH Cloud propose des solutions à nos clients pour héberger leurs données, tout simplement. Et mon périmètre d'Office Manager, il est assez similaire à celui d'un directeur d'environnement de travail. J'irai avec en plus tout ce qui va être la relation RH et la communication locale. Et périmètre physiquement, tu es basé où? Je suis basé à Bordeaux mais je gère les sites de Bordeaux et de Toulouse. Ah, magnifique, c'est Franck Atex qui va être content. Franck, j'ai vu que tu étais parmi nous, qui est coprésident ou co-animateur, je ne sais pas comment on dit, de la délégation sud-ouest de l'ARSEG. Également présente avec nous, et je suis ravi de l'accueillir, Odile Duchesne. Bonjour Odile. Bonjour Lionel, bravo pour tes nouvelles lunettes. Ah, merci. Ah, tu vois, j'ai essayé de faire un petit clin d'œil très discret, pourtant, dans mon lancement. Alors, Odile, tu es certes directrice générale d'Actineo. On te connaît évidemment beaucoup puisque c'est l'Observatoire de la qualité de vie au bureau et vous intervenez beaucoup sur tous ces sujets avec Alain Diribar, notamment. Mais tu es aussi directrice déléguée de l'Ameublement Français, qui est le syndicat des fabricants de mobilier. Alors, peut-être que tu nous diras un mot sur votre actualité, que j'imagine chargée à l'Ameublement Français, d'ailleurs, comme chez Actineo. Oui, eh ben, écoutez, la crise est pour nous un terrain d'observation fantastique, que ce soit pour Actineo, cet observatoire donc qui va fêter ses 15 ans ou ses 16 ans, je ne sais plus. Donc, c'est un beau terrain d'observation, mais c'est aussi un terrain d'observation pour les industriels de mobilier de bureau que je représente, comme tu le dis, puisqu'ils mettent à profit ce temps un peu calme en ce moment, hein, vous le savez bien, puisque vous êtes vous-même les directeurs de l'environnement de travail en pleine réflexion. Donc, ils mettent à profit ce moment pour eux-mêmes, effectivement, adapter leurs produits aux évolutions et aux nouveaux modes de travail à venir, dont on va parler, je pense, tout à l'heure. Et oui, absolument. Merci Odile et bienvenue encore à vous trois. Du coup, Julie, Odile et Guillaume. Dominique nous rejoindra dans quelques minutes. Je l'accueillerai comme il se doit à ce moment-là, évidemment. Alors, on a choisi d'aborder dans une première partie de débat la question du retour au bureau et que nous avons intitulé, grand suspense, revenir au bureau, mais pourquoi faire? Et avant de vous interroger, j'aimerais d'abord que nous regardions ensemble une vidéo réalisée par Clémentine Agoun et Thibault Lochu qui sont allés à la rencontre de salariés sur la dalle de la Défense pour les interroger sur leur retour au bureau. Voici ce qu'ils ont répondu. On a le droit à 2 jours de télétravail, mais c'est un choix, on n'est pas obligé d'être en télétravail forcément. Je garde 2 jours de télétravail et 3 jours de présence. Alors, on a touché un mot à notre direction par rapport à une journée de télétravail. Là, on attend la validation. Mais pour l'instant, effectivement, on est présent 7 sur 7. 50% de présence, 50% en télétravail. 3 fois par semaine. Oui, j'aimerais bien qu'on revienne à notre rythme, à notre ancien rythme.
Je vais retrouver donc l'environnement français avec des mesures tout à fait mesurées par rapport à la situation sanitaire mondiale. J'ai l'impression que les gens, quand ils vont aux toilettes, ils tapent plus les mains, ce qui était moins le cas avant. On arrive très bien à se désinfecter les mains régulièrement dans le cours de la journée. On ne se voit pas plus naturellement, enfin aussi naturellement qu'on se voyait avant. Dans les salles de réunion, tout le monde a les masques, donc ça c'est très très gênant. Donc oui, ça me gêne pour le téléphone, il faut parler fort et du coup en vrai, je vais l'enlever parce que sinon, voilà, moi je suis dans le recrutement et si les candidats m'entendent pas, c'est compliqué. Je pense qu'on commence à s'habituer. Arrête de garder le masque au bureau. Ça, c'est compliqué à gérer. Là où il y a des gens, ok, il y a des personnes autour de moi. Sinon, il me dérange. Je me sens pas en danger pour ma santé et pour ceux de mes proches en venant travailler compte tenu des mesures sanitaires qui sont mises en place, qui me paraissent mesurées. J'espère que ces bons gestes resteront même après cette crise. On ose moins aller voir les autres, partager, discuter à l'oral. Donc, les réunions se font en visio, même si les personnes sont dans le même open space. Voilà, ça fait un peu bizarre. Ça reste plus facile d'avoir un sentiment de convivialité quand on est présent au bureau. J'ai besoin de poser quelques questions pour plus de précision et revenir au bureau permet de se remettre dans un cadre. C'est plus facile quand tout le monde est là en open space pour partager. Tout le monde est content, j'ai l'impression, on se raconte des histoires. On avait tous des petits soucis à droite à gauche pendant le confinement, soit avec sa femme, avec sa famille, avec son voisin. Donc non, moi je dirais, on est tous contents d'être là, de se retrouver finalement. Oui, on a tendance à bien aimer venir au bureau. Bien, donc bon, vous l'avez entendu, j'aime bien le monsieur qui dit oh le masque on s'y habitue puis il a le masque sur le menton. Bon alors on m'a précisé qu'en vérité il essayait de porter le masque mais qu'il glissait sans arrêt, hein, donc je précise que ce n'était pas fait exprès. Bon ceci dit vous l'avez entendu, des témoignages sur le fait que retrouver ses collègues, son lieu de travail, eh bien c'était attendu, ça fait du bien. Le masque, je dis pas fait quasiment l'unanimité contre lui, mais pas loin. C'est quand même, ça a l'air d'être une contrainte importante. Alors on voit ici, vous voyez quelques éléments que je souhaitais partager avec vous. Les salariés, vous le voyez, pensent qu'une menace de disparition du bureau, c'est vu comme une menace en fait à la cohésion et à la culture de l'entreprise par près de 6 salariés sur 10. Donc il y a bien ce lien quand même, hein, on comprend pourquoi dans ces reportages il y a autant de retours sur c'est important de revenir au bureau, d'échanger et de revoir ses collègues. Hein, on sent bien que c'est carrément vu comme une menace à la cohésion et à la culture de l'entreprise carrément. Pourtant, parallèlement, vous voyez que près de 7 entreprises sur 10 prévoient, elles, de généraliser le télétravail après la crise. Alors, j'avais envie de vous demander, évidemment, où est-ce que vous en êtes, vous, dans votre propre entreprise, du retour au bureau et du recours au télétravail, en commençant peut-être avec toi, Guillaume. Bah écoute, nous, on a réouvert nos bureaux donc au mois de juillet, après le déconfinement, avec comment dire l'objectif, enfin on a donné aux collaborateurs la possibilité de volontariat. En gros, c'est de dire que nous, on avait l'idée de vraiment garder la sécurité de nos collaborateurs en premier lieu, et donc du coup, on leur a laissé le choix de revenir ou pas. Par contre, on s'est rendu compte qu'une partie de nos collaborateurs avait vraiment cette volonté de vouloir revenir, pour X raisons que ce soit un cadre familial compliqué pour pouvoir travailler chez soi, du lien social, ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, et retrouver aussi une ergonomie de travail, d'un poste de travail correct pour pouvoir travailler dans les bonnes conditions. Mmh.
C'est vrai que la question, elle s'adresse aussi à nos auditeurs. N'hésitez pas sur le chat aussi à faire votre propre retour d'expérience sur ce retour au bureau et où est-ce que vous en êtes dans votre propre entreprise. Odile, qu'est-ce que te disent finalement tes industriels? Est-ce que eux aussi sont confrontés au même problème du retour au bureau? On t'entend pas, voilà, c'est le coup du micro, mais oui, bien sûr. Pardon, voilà, exactement. Oui, je crois qu'ils ne sont pas une exception à la règle. Beaucoup ont vécu. Alors d'abord les jeunes qui n'ont pas supporté le confinement et le télétravail. C'est vrai que les jeunes qui débutent dans la vie professionnelle, on sait, ils progressent, ils se forment grâce aux interactions informelles propose la vie au bureau. Et donc, les jeunes n'avaient qu'une envie, c'était de revenir. C'est ceux qui sont revenus le plus vite possible. Et puis, effectivement, dans ces circonstances très exceptionnelles, comme tout le monde était confinés chez soi, les gens ont eu beaucoup de mal à travailler avec la présence des enfants, du mari ou de la femme. Et puis surtout, comme Guillaume l'a signalé, les conditions matérielles n'étaient pas là. Enfin, c'est ahurissant ce qu'on a pu voir, la façon dont les gens, d'ailleurs, moi je trouve ça épatant que si ça, je sais plus combien de millions on a été du jour au lendemain, sans y avoir été préparé, sans avoir été formé, sans avoir forcément l'ordinateur, puisque on sait que certains métiers, les gens ont dû travailler avec leur ordinateur personnel. C'est incroyable cette capacité qu'ont eu les gens finalement à se mettre. Voilà. Mais cela dit, c'était voilà. Donc tout ça n'était pas très bien accepté par certains. Alors très bien accepté par d'autres. Plus on est âgé, plus on est autonome, plus on est expert, moins on a de personnel à gérer, et plus finalement on était heureux de rester chez soi. Voilà. Et plus on a une grande maison, et plus c'était. Voilà. Donc effectivement, beaucoup de gens ont souhaité revenir. Et d'ailleurs, notre enquête 2019, enfin, ça fait des années que quand on pose la question aux gens, qu'est-ce qui, pour vous, contribue le plus à cette qualité de vie au travail, au bureau? Et à chaque fois, c'est toujours le premier item qui sort, les relations avec les collègues. 90%, ce qui contribue à ma qualité de vie au bureau, c'est les relations avec les collègues. Donc, je crois qu'il y avait beaucoup de gens qui, effectivement, avaient envie de revoir leurs collègues. Oui, c'est vrai, c'est systématique dans tout. Je rappelle que vous publiez des baromètres tous les ans, voilà, et que vous pouvez suivre maintenant, donc depuis plus d'une dizaine d'années, en tendance l'évolution justement sur un certain nombre de critères et d'items et de questions. Et c'est vrai que sur celle-ci, il y a pas de variation. C'est toujours les relations avec les collègues qui participent le plus à la qualité de vie au travail. Julie, de ton point de vue, sur ce sujet du retour au bureau, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu as des éléments que tu as envie de partager avec nous? Il est clair, je pense que comme Guillaume et l'ont dit, il y a une volonté de revenir au bureau, ne serait-ce que pour le lien social, clairement, qui a manqué pendant le confinement et pendant le télétravail. Le tout télétravail, à mon avis, n'est pas une solution pérenne. Je pense qu'à l'avenir, effectivement, il y a un équilibre à trouver entre télétravail et présence au bureau. Le chiffre que j'évoquais dans l'édito, à savoir 85% des DRH qui envisageaient la pratique du télétravail 2 jours par semaine en moyenne, pose quand même question, du coup, bien sûr, et je pense que ce ne sera pas sans conséquence sur l'organisation du travail et sur la fonction du bureau en elle-même. Donc, je pense qu'effectivement, dans les mois, les années à venir, il va y avoir un basculement peut-être qui va s'opérer. Pas forcément en faveur du télétravail, mais en tout cas avec une meilleure répartition de l'organisation du travail entre bureau, télétravail. Je voulais aussi partager un autre chiffre avec vous. Vous le voyez, il va s'afficher à l'écran. Les salariés français sont près de 8 sur 10 à se dire prêts à sacrifier leur bureau attitré pour télétravailler davantage. Mais regardez ce qu'ils redoutent le plus, pour 45% d'entre eux en tout cas, c'est que leur employeur s'y oppose par culture du présentéisme ou par manque de confiance. Alors,
je ne sais pas s'il vous parle forcément de ça aujourd'hui, de l'abandon du poste de travail attitré pour pouvoir télétravailler, mais j'avais envie de vous demander, Guillaume, Odile, qu'est-ce qu'ils vous disent les collaborateurs? Guillaume, qu'est-ce qu'ils te disent tes collaborateurs concernant ce retour au travail? Est-ce qu'ils sont contents de revenir, rassurés? Est-ce qu'ils se plaignent des protocoles? Est-ce qu'il y en a qui ne veulent pas revenir? Alors, avant tout, chez OVH Cloud, on a une culture du télétravail qui date d'avant le Covid, parce que on est donc une société qui travaille sur le cloud. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, on peut travailler d'un peu n'importe où à partir du moment où on a une bonne connexion Internet. Mais effectivement, je vais avoir de tout. Je vais autant avoir des collaborateurs qui attendaient d'avoir du full télétravail et sont ravis, d'autres qui n'en avaient jamais fait et du coup se rendent compte de des avantages du télétravail, économiser 1 heure aller 1 heure retour pour ceux qui avaient 1 heure de transport, c'est quand même assez agréable se dire qu'on éteint son ordinateur et on peut aller voir sa famille, ses enfants, ses amis. Et d'autres qui l'ont très mal vécu, pas forcément parce que c'est pas dans leur nature. Moi, par exemple, c'est quelque chose que je suis office manager, je suis pas home office manager, donc du coup, je peux pas dire que je l'ai mal vécu, mais du coup, j'étais pressé de revenir au bureau, entre autres par rapport à ce lien social, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Et après, concernant tout ce qui est protocole sanitaire, parce que bien sûr, on a mis tout un protocole sanitaire en place dans nos offices, je pense qu'en fait, nous, on a eu un très très beau travail de notre équipe HSE qui a fait beaucoup de communication. Moi, je reste persuadé qu'à partir du moment où on donne du sens à tout ça, les collaborateurs comprennent. Donc, effectivement, c'est contraignant de pouvoir porter le masque toute la journée. C'est effectivement contraignant, mais à partir du moment où il y a du sens dans tous ces éléments, ils se plient au jeu et ça n'enlève pas entre guillemets de la convivialité parce que on va garder les distances de sécurité ou avoir le masque. Odile. Qu'est-ce qu'ils disent les collaborateurs? Est-ce que vous les avez interrogés d'abord chez Actineo? J'ai vu que vous avez fait 2 papiers, je crois, sur l'environnement de travail post-Covid. Est-ce que vous avez eu des retours justement de ces collaborateurs sur leur retour au bureau? Alors, malheureusement, j'ai pas fait d'enquête depuis 2019. On va en faire une d'ailleurs en 2021. Ce qui est quand même intéressant. Alors déjà, il faut savoir que il faut garder son calme par rapport au télétravail. Là, on est encore dans l'émotion parce qu'on est encore dans la crise. Moi, je ne crois pas qu'on va aller au tout télétravail. Comme le disait très justement Julie, on va avoir un équilibre entre les deux. Alors, il faut savoir déjà que le télétravail, c'est pas dans la culture française. On le voit bien. Le télétravail, c'est vraiment pas beaucoup développé. Les chiffres ont un peu progressé, c'est vrai, ces dernières années, mais ça reste quand même très minoritaire par rapport à d'autres pays. Donc, c'est pas dans notre culture. Et pourquoi c'est pas dans notre culture? Ça rejoint ce que tu montrais tout à l'heure, Lionel, dans ton slide, à savoir la culture du présentiel. On est vraiment encore majoritairement, bien sûr pas toutes les entreprises, mais encore beaucoup d'entreprises où effectivement le management se fait par le présentiel. C'est pas encore un management, je veux dire, qui est prêt à abandonner le présentiel. Et c'est pour ça que ça se développe aussi lentement. Alors, je suis d'accord qu'avec cette crise, tout ça va sûrement beaucoup évoluer. Et je sais qu'en ce moment, beaucoup de directeurs des ressources humaines travaillent là-dessus pour faire évoluer le management et notamment le management intermédiaire pour qu'ils réussissent à manager leurs équipes à distance. Donc, ça va sûrement changer. Et alors, ce que je voulais aussi vous dire, ce qui est intéressant, c'est que dans l'enquête 2019, donc attention, c'était avant la crise, quand on demandait aux gens quel est votre si vous aviez le choix, où est-ce que vous aimeriez travailler? Alors, bien sûr,
en premier, vous pouvez l'imaginer, c'est le bureau fermé qui arrive. Individuel. Oui, individuel fermé. Mais il y a une petite ouverture quand même, parce que, alors évidemment, majoritairement, je veux un bureau dédié, mais il y a quand même en premier choix 14% des Français qui ont dit non, moi je suis tout à fait ouvert au poste de travail non dédié. Et dans ce premier choix, alors premier et deuxième choix, on arrive à 40%, ce qui n'est pas négligeable. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ceux pour qui, finalement, idéalement, le poste de travail non dédié est très bien, c'est déjà ceux qui travaillent déjà en flex office, c'est ceux qui sont des nomades réguliers, c'est ceux qui pratiquent déjà le télétravail, etc. Donc, on voit bien que même avant la crise, il y a une ouverture, il y a une ouverture sur le flex office et le poste non dédié. Et voilà. Alors, évidemment, je pense que notre enquête l'année prochaine, ça sera intéressant de voir l'évolution. J'en profite pour saluer Laetitia Fritsch qui est parmi nous, voilà, et qui vous a mis dans le chat les liens vers les articles d'Actineo dont nous parlions. Voilà, ouais. À la fois sur le baromètre et à la fois sur les articles sur la vie au bureau avant et après Covid. Julie, dans Workplace Magazine, j'imagine que vous traitez aussi ce sujet. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un retour sur ce que pensent les collaborateurs, notamment peut-être par rapport au protocole sanitaire? Oui, alors moi effectivement, le protocole sanitaire est assez contraignant pour bon nombre de collaborateurs. Il y a certains irritants qui remontent. Après, je pense que c'est plutôt bien accepté et appréhendé quand même par la majorité des salariés. Et ce qui remonte quand même surtout, c'est que les salariés ont besoin de réassurance et ils veulent certaines garanties avant de revenir au bureau. Donc, je pense que le protocole sanitaire, en tout cas, permet de garantir cette sécurité, cette santé, ce besoin de sécurité et de santé au travail. Donc, je pense que dans une moindre mesure, c'est quand même plutôt bien accepté malgré quelques irritants. Enfin, tu le disais, le masque toute la journée, c'est pas confortable, mais du coup, c'est quand même plutôt bien accepté. Merci Julie. J'en profite pour accueillir Dominique Delattre de Metz. Bonjour Dominique. Bonjour, désolé pour mon retard. Tu es tout excusé, Dominique. J'ai expliqué les circonstances dans lesquelles tu es amené à remplacer Manuel Martins au pied levé, et donc il faut gérer évidemment avec l'agenda. En tout cas, merci beaucoup d'être présente. Tu es directrice de l'environnement de travail de Saint-Gobain, et tu arrives au moment où on s'interroge sur les retours des collaborateurs par rapport donc à leur retour au bureau. Ce qu'ils vous disent, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont contents de revenir, est-ce qu'ils vous le disent, est-ce qu'ils sont rassurés, est-ce qu'ils se plaignent des protocoles? Est-ce que tu as un retour, toi, à ce sujet? Mais chez Saint-Gobain, ils sont plutôt très contents de revenir, d'abord parce que le confinement est arrivé au moment où on faisait un transfert de l'ancien site social qui avait 40 ans d'existence vers la nouvelle tour ultra-moderne. Donc, ils étaient un peu frustrés de se retrouver confinés au moment où ils prenaient enfin possession de cet espace qu'on leur promettait depuis plus de 3 ans. De ce fait, le retour était à la fois bienvenu parce que j'étais heureux de retrouver du lien social, leurs collaborateurs, leurs collègues, leurs managers, mais aussi parce qu'ils travaillaient dans de bien meilleures conditions que précédemment. Pour autant, je rejoins ce qui a déjà été dit, le port du masque toute la journée, c'est un enfer. D'ailleurs, c'est plus ou moins bien suivi, plutôt plus maintenant, mais il a fallu quand même repasser beaucoup de messages, faire des rondes dans les étages pour réexpliquer de la pédagogie tous les jours et insister sur l'importance du respect de ces gestes barrières. Ensuite, ce qui est assez compliqué, c'est que ils ont le sentiment de ne pas pouvoir se réunir aussi facilement qu'avant. Donc, en fait, le retour au travail, pour eux, c'était synonyme de regagner du lien avec les autres. Et ils sont un peu frustrés là-dessus, puisque nous avons diminué les capacités de salles de réunion de quasiment de moitié. C'est la même chose sur le restaurant d'entreprise. Donc, en fait, ils peuvent pas se réunir, ils peuvent plus manger au poste de travail, ils font la queue un quart d'heure avant d'accéder au RIE. Donc, en fait, tout ça calme un peu leurs ardeurs et le fait qu'ils soient heureux de revenir parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne reviennent pas dans des conditions normales. Et pour autant, moi, un collaborateur qui me dit bon bah alors si on mange moins bien, si on peut plus prendre son pain au chocolat sur le poste de travail et si on peut plus se réunir,
bah, autant que je reste chez moi. Donc, c'est assez mitigé en fait. Alors, c'est moins vrai. Les collaborateurs qui ont des enfants sont ravis d'être au bureau. Là, je pense qu'il y a eu un vécu. Alors, moi, j'ai pas de jeunes enfants, mais je pense qu'il y a eu un vécu du confinement avec la gestion des enfants, du cours scolaire et du travail qui a été très compliqué pour beaucoup. Et le retour au travail, c'est un peu une libération de ce contexte de gestion de la famille. Et puis, je vais faire mon petit côté un peu femme, là, vous allez voir. Je crois que les femmes, pendant le confinement, ont repris aussi un rôle à la maison beaucoup plus prégnant qu'en temps normal. Et je pense que les femmes sont aussi très contentes d'être revenues au bureau et de se dire, je ne suis pas là pour faire à manger matin, midi et soir, et le ménage entre deux Teams, etc. Donc, c'est vrai qu'on l'a entendu. Hein. On l'a entendu, on n'en parle pas beaucoup, mais on l'a entendu. En tout cas, moi, dans mes échanges avec mes collaborateurs, ça revient assez souvent. Donc, il y a eu des côtés plaisants, mais il y a eu des côtés moins sympas et qui fait que la femme active qui reprend son poste et qui reprend le chemin du bureau n'est pas à la maison. Et j'entendais Odile tout à l'heure, je suis arrivée juste à ce moment-là, qui disait que c'était pas dans la coutume française encore le télétravail. C'est vrai, même si ça avance, c'est vrai que c'est très difficile à faire entrer dans les mœurs. Alors, tout le monde a trouvé ça formidable au moment du confinement parce que ça a permis de travailler. Mais dès lors qu'on décrète le déconfinement, tout d'un coup, les managers se rendent compte que le télétravail, c'était bien 2 mois, mais c'est plus possible après. Alors là, on peut créer des débats, mais c'est assez surprenant. Pour autant, c'est quand même bien rentré dans la tête des collaborateurs, si c'est pas le cas des managers. Et en tout cas, chez moi, ils entendent bien que ça perdure bien au-delà du confinement et même bien au-delà du Covid. Alors, tu as parlé rapidement de ce rôle de devoir aussi faire respecter les gestes barrières dans l'entreprise. Guillaume, et puis après Dominique, tu pourras aussi témoigner. Est-ce que ce rôle que vous endossez a un peu un rôle de caporal-chef? Est-ce que c'est gênant? Comment vous le vivez? Personnellement, non. Parce que j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui suivent bien les règles. Donc du coup, j'ai pas l'impression de faire la police. Après, il y a des petits écarts effectivement. On a fait en sorte d'espacer beaucoup. Par exemple, à Bordeaux, on a la chance d'avoir des locaux très grands, et donc du coup, on a espacé vraiment les équipes. Et effectivement, de temps en temps, peut-être un oubli dans une équipe où un collaborateur va avoir le masque un peu mal placé ou ce genre de choses. Donc là, c'est des petits rappels, mais c'est vraiment des petits rappels. Donc du coup, je me considère chanceux. Je me considère chanceux, pardon. Ouais, ça se gère plutôt facilement. Dominique, voilà. S'il y a des petits écarts ou des réfractaires, ça se gère comment? Ça se gère avec de la pédagogie. Le rôle du DET, c'est certainement pas de faire du flicage dans les étages. En tout cas, c'est pas le rôle que moi j'ai l'intention d'endosser. Et puis, je crois que la prise de responsabilité des collaborateurs est quand même le meilleur moyen de leur faire accepter les règles de protection pour eux-mêmes et pour leurs collègues. Donc, c'est beaucoup de discussions. Alors, l'avantage, c'est qu'on connaît plus de monde. On va au contact de tous nos clients internes. On discute avec eux. Ils ont des arguments qui sont assez pertinents. Et moi, je me rends compte que quand on discute avec eux, quand ils n'appliquent pas une règle, c'est souvent qu'ils ne la comprennent pas. C'est pas parce que, alors évidemment, le port du masque, c'est gênant pour tout le monde, mais surtout, ils nous expliquent que dans la mesure où ils sont tout seuls dans 15 mètres carrés ou dans une salle de réunion, franchement, pourquoi est-ce qu'on les oblige à porter le masque? Et dès qu'on apporte une justification, qu'elle soit technique ou sanitaire, à la démarche, elle est mieux comprise. Alors, elle n'est pas forcément 100% appliquée, mais elle est mieux appliquée. Et j'en veux pour preuve que pendant toutes ces longues semaines depuis début juin et alors depuis début septembre où le port du masque est obligatoire partout, ça s'améliore. Alors, est-ce que c'est la crainte de la deuxième vague? Bon, peut-être. Mais moi, je pense aussi que les collaborateurs, à force de leur expliquer les choses, finissent par comprendre ces règles qui, quand même, changent aussi toutes les semaines. Excusez-moi mais d'en parler. Mais ce qui est très, très compliqué, c'est que nous gérons cette crise Covid. Alors, on fait nos calls 2 fois par semaine pour avoir les évolutions. C'est extrêmement clair dans nos têtes. Mais pour les collaborateurs, ça change. Ils ont l'impression que ça change tous les jours. Ils savent même plus, en fait, quelle est la bonne règle.
pour peu qu'on ait modifié les règles sur les quantités de salles de réunion ou sur l'accès aux fontaines, etc., et qu'on ait oublié de modifier la signalétique qui va avec, alors là, on a perdu tout le monde parce qu'en plus, il y a des disparités entre les étages ou les plateaux. Donc, je peux comprendre aussi que la vitesse à laquelle se prennent les décisions, que ce soit au niveau du gouvernement et donc, du coup, leur retentissement en entreprise ne facilite pas l'appropriation de ces justifications par les collaborateurs. Et de ce fait, bah oui, le collaborateur, il veut comprendre et s'il comprend pas, il fait pas. Bon, alors, on est sur des sièges sociaux, on a des populations qui sont quand même en capacité de réfléchir. C'est très sympa d'avoir à faire des 4 sup, mais le 4 sup, c'est pas un mouton. Donc, il faut lui expliquer les choses, sinon il suit pas la règle. Eh oui. Je vois Patrice Lachaud que je salue au passage, qui nous dit les gestes barrières sont une contrainte pour tous, mais relativement bien acceptées et respectées. En revanche, les collaborateurs réclament plus de possibilités sur le confort, réouverture des coins repos, fontaines. De plus, ils souhaitent la possibilité de s'isoler plus facilement pour des petites réunions courtes, des coups de fil. C'est vrai que tout ça est un peu entravé parfois par les protocoles. Merci à vous quatre pour ce premier débat. J'aimerais qu'on passe maintenant à un second débat, mais qui est lié aux questions qu'on a abordées, celle de la direction de l'environnement de travail qui cherche l'environnement de travail et qu'on s'interroge un peu justement sur les impacts et les conséquences pour les métiers et pour les filières métiers de l'environnement de travail. Avant d'entrer dans le débat, voyons ce que pensent les salariés interrogés par Clémentine et Thibault à La Défense de l'après-Covid. Sentiment parfois d'isolement et... Moi, je vais plutôt au travail. J'ai plus du mal à travailler en télétravail. Je dirais une journée, ça me suffit moi personnellement, à la maison. Parce que après ça reste personnel, mais moi à la maison j'arrive pas à me concentrer à travailler correctement. Donc au bureau j'ai mes petites habitudes, je suis quelqu'un qui aime trop bouger, donc après chez moi j'ai 45 mètres carrés, donc je me retrouve mieux au bureau. Voilà. Il y a un contact plus humain qu'on peut pas avoir au travers un écran. Je n'aurais pas du tout voulu rester à la maison. Enfin, mais j'aurais pas voulu venir 5 jours non plus. Il y a quelque chose de confortable à rester chez soi. C'est aussi plaisant de pouvoir échanger de vive voix, alors certes au travers de masques qui ont un côté pénible. 5 jours chez lui à faire de télétravail, moi je pense que c'est contre-productif à mon avis. Moi, je suis dans une administration publique, donc il y a toujours l'idée de la continuité du service public. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire du télétravail à 100%. Les bureaux, je pense, ils sont toujours là, mais on diminue peut-être leur présence, mais ils seront toujours là. Là, l'expérience se fait un peu à marche forcée de façon généralisée. On aura plus de jours de télétravail, ça. Ça va accélérer ce mouvement vers le télétravail qui a ses mérites. Qui des bureaux des travails, donc je pense qu'on ne pourra pas les éliminer complètement, à mon avis. Bon, on voit effectivement que le développement du télétravail est quand même intégré. C'était, on le verra un petit peu plus tard, une attente pendant le confinement en vérité, et qui se dégonfle un petit peu. On essaiera tout à l'heure d'expliquer, d'avoir quelques pistes d'explication. Pour le moment, regardez un chiffre. Vous voyez que plus d'un salarié sur deux considère que leurs besoins professionnels post-confinement ont changé. Ils attendent, vous voyez, plus d'hygiène et de sécurité dans l'espace de travail, besoin de revoir le temps consacré au télétravail, on l'a entendu dans la vidéo, et le besoin de plus d'autonomie. Alors, une première question pour vous, Dominique, pour Guillaume, Odile et Julie. Croyez-vous à un retour à la situation pré-Covid, donc d'avant la crise sanitaire? Qui veut démarrer, Odile? Le micro, Odile.
Ça marche à tous les coups, c'est bien. C'est vrai. Voilà, pardon. C'est complexe parce que tout dépendra de l'entreprise, de son secteur d'activité, de la façon dont elle va être touchée par la crise. C'est évident qu'une entreprise qui est très touchée par la crise va effectivement réfléchir à réduire ses coûts. Et bon, je vous l'apprends pas, vous le savez 100 fois mieux que moi. Effectivement, l'immobilier pèse beaucoup dans le budget d'une entreprise. Donc, bien sûr que les entreprises qui vont être touchées par la crise vont être tentées de réduire les mètres carrés. Et voilà. Inversement, des entreprises qui ne vont pas être touchées ou pas aussi fortement, qui vont vouloir justement répondre à ces attentes qui ont été exprimées par toutes ces personnes que vous avez interrogées. On le sait bien, le collectif, les valeurs communes qu'on développe dans une entreprise. Une entreprise, c'est quand même une aventure humaine. On est tous là sur un collectif, sur des valeurs partagées, et ça, on le voit. Les gens se disent à un moment donné, on a besoin de revenir pour travailler ensemble, pour échanger, pour créer ensemble, etc. Donc, bien sûr que l'entreprise va rester. Les mètres carrés de bureau vont rester, c'est évident. Alors, ils vont rester peut-être plus pour de la collaboration, de l'échange, de la créativité. Peut-être que le travail individuel, on le fera ailleurs et plus dans l'entreprise. Et l'entreprise sera plus un lieu, effectivement, d'interaction, voilà. Et puis, souvenez-vous aussi de ce que vous ont dit les gens. Pour beaucoup de gens, c'est 100 fois mieux. La déco, l'ambiance dans les bureaux, c'est 100 fois plus sympa que chez soi. Faut dire pour certaines personnes, c'est un vrai plaisir d'aller au bureau, surtout. Vous faites des aménagements tellement magnifiques maintenant que vraiment c'est un vrai plaisir. Ils ont un confort, une ergonomie et un plaisir d'être là. Ils n'ont pas ce confort et cette ergonomie et cette ambiance chez eux. Donc, je pense que l'entreprise va continuer à vivre. Alors après, effectivement, il va y avoir un curseur. Est-ce que je réduis? Alors sur la réduction des mètres carrés, ceux qui ne seront pas contraints de réduire parce que économiquement ils vont pas trop mal. Au contraire, ils vont mettre de la générosité dans les espaces. Parce qu'effectivement, même quand la crise sera terminée, finalement, d'avoir des grandes salles de réunion hautes de plafond, avec de l'espace, avec de la ventilation, ça va rester après le virus. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que celles qui pourront se permettre de garder les mètres carrés vont au contraire mettre de la générosité dans les espaces. Enfin, moi, je suis très optimiste sur les mètres carrés de bureau. Guillaume, optimiste aussi sur ce retour finalement à la situation ante-Covid, et puis peut-être aussi une question complémentaire pour toi. Est-ce que c'est pas compliqué aussi de faire de la qualité de vie au travail comme on en faisait avant dans cette situation aujourd'hui? Comment est-ce qu'on fait de la qualité de vie au travail? Est-ce que tu penses que ce sera la même chose une fois sorti de cette crise sanitaire, qu'on pourra revenir à la situation antérieure? Alors, optimiste, oui, bien sûr, je reste optimiste. Je suis juste pressé que cette situation se termine, en espérant qu'elle se termine, qu'on ait un vaccin et que ça soit de l'histoire ancienne. Après, il y aura un avant et un après. En tout cas, je parle pour de mon côté, mais pas pour ma société, mais j'ai l'impression vraiment qu'on aura un après où effectivement les collaborateurs qui n'ont jamais fait de télétravail, du coup, même si ils n'auront pas la totalité de leur semaine en télétravail, voudront en avoir un jour, 2 jours, parce que c'est plutôt pratique, comme on l'a vu pour toutes les raisons. Donc il y aura effectivement un avant, un après. Après, nous, en tout cas chez OVH Cloud, on n'a jamais mis tous nos bureaux en flex office. Par contre, on va avoir certains bureaux en flex office là généralement c'était les personnes qui étaient de voyage, donc une personne, un manager ou un chef de projet de Roubaix qui venait par exemple à Bordeaux, donc lui avait son laptop et pouvait s'installer sur ce bureau en flex office comme on l'a appelé, et avoir toute l'ergonomie qu'il faut. Donc est-ce qu'on va développer cette partie-là?
Ça, pour le coup, je ne sais pas du tout comment ça va se gérer sur la suite. Concernant la qualité de vie au travail, effectivement, ça, pour le coup, en tout cas, elle en a pris un petit coup parce que oui, le baby-foot, même si je reste persuadé que la qualité de vie au travail ne se résume pas à un baby-foot, mais tout ce qui va être le baby-foot, les fat boys pour se poser, les salles de sieste, ce genre de choses, et ben effectivement, on a été obligé de les fermer pendant pour le protocole sanitaire. Donc bien sûr, j'espère qu'on va pouvoir les rouvrir très vite. Et quelque chose qui reste assez souvent, c'est les apéros. Les apéros après le travail, pour pouvoir se réunir. Chez OVH, on fait une fois à peu près par trimestre une sorte de grande soirée, un événement pour pouvoir réunir tout le monde. Et ben effectivement, ça a plus lieu et c'est on espère qu'on remettra ça très rapidement en place, mais pour le moment, effectivement, c'est le genre de choses qui a été stoppé net et c'est quelque chose qui revient assez souvent auprès de mes collaborateurs. Quand est-ce qu'on pourra se réunir pour pouvoir manger, boire un coup, discuter? Et pas que chez toi. Et pas que chez toi. On l'entend beaucoup, Dominique. Est-ce que il y a une prise de conscience aussi peut-être que le développement du télétravail, c'est peut-être aussi paradoxalement un développement du flex office à terme. Alors, le micro. Voilà, pardon. Je pense que ce sera même pire que ça. Nous, on est passé donc en flex office depuis début février, donc finalement très peu de temps avant le confinement. C'était déjà un grand changement sur la façon de travailler. Et aujourd'hui, à partir du moment où on va développer le télétravail, le collaborateur entend revenir sur site pour se réunir. Il vient pas au bureau ou à la Défense. Enfin, moi, j'ai jamais vu personne faire 2 heures de transport par jour pour venir s'isoler dans une bulle et travailler. Je pense que pour faire ça, même s'il vit dans un studio, il est quand même mieux chez lui que de se faire des transports avec tous les risques en plus sanitaires qu'on peut trouver dans ces endroits où il y a quand même plus de monde que chez soi. Donc, je pense que quand le collaborateur va revenir au bureau, c'est déjà le cas aujourd'hui et ça perdurera, il viendra pour se réunir, pour rencontrer du monde. Et faire des Teams au bureau, pour moi, ça n'a pas de sens. Le Teams, pour moi, c'est un outil de télétravail. C'est pas un outil quand on est sur site. Et dès lors où on va devoir se réunir, on va avoir besoin de beaucoup plus de salles de réunion que ce que nous trouvons dans les entreprises aujourd'hui, même si on les a déjà beaucoup développées par rapport à l'avant-site du fait du flex office. J'imagine, moi, alors peut-être que c'est très avant-gardiste, mais en tout cas, chez Saint-Gobain, on réfléchit déjà au sujet avec les DRH. J'imagine, moi, de gigantesques espaces de coworking où il n'y ait même plus question de bench de 4 ou de 6 postes de travail, mais des grandes tables collaboratives où on vient s'installer pour rencontrer du monde, pour traiter un sujet, pour faire un projet ou pour discuter avec des collègues. Je n'imagine plus le travail à un poste de travail comme on l'a fait il y a 6 mois. Ah oui. Julie, je lis de plus en plus souvent des articles sur ces entreprises qui passent en full remote, donc qui abandonnent totalement leurs espaces de bureau. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous vous penchez sur le sujet, la rédaction de Workplace Magazine? Alors oui, effectivement, on a quelques exemples. Je pense que ça reste quand même toutefois assez marginal. C'est ce qu'on disait lors du premier débat, que le 100% de télétravail n'est pas forcément une solution sur le long terme. Après, sur ce que tu disais, il n'y aura pas forcément de retour en arrière. Le flex office, le télétravail, c'est des choses qu'on avait déjà testées auparavant. Même si c'était plutôt sur des expérimentations, c'était des signaux faibles. Je pense que là, la crise a forcément accéléré ces tendances-là. La possible réduction des mètres carrés, là encore, c'était déjà une réalité avant. Je pense que ça risque de se poursuivre, effectivement, mais plus pour des raisons économiques. J'aimerais rebondir sur ce que disait Dominique sur le fait d'avoir un coworking géant. Effectivement, les aménagements qui laissent plus de place à la collaboration et les environnements de travail qui mettent en place des services, à mon avis, ça va vraiment s'accélérer aussi. L'enjeu, c'est de donner envie aux collaborateurs de revenir au bureau et pour ça, il faut leur offrir la fameuse expérience collaborateur dont on parle assez souvent. Et je pense que ça passe par ça, effectivement, une fluidité dans les échanges, de la collaboration et des services qui apportent une vraie valeur ajoutée. Donc, il y aura peut-être un arbitrage entre les services qui apportent du coup une véritable valeur ajoutée et les services peut-être plus gadgets qu'on avait pu voir émerger ces dernières années.
je pense que pour des raisons économiques, voilà, le curseur va être peut-être replacé, mais effectivement, je pense que tout ce qu'on pressentait jusqu'à présent va s'accélérer. Et le full remote, honnêtement, non, je ne pense pas que ça va se démocratiser plus que ça. Et tout ce qui était, pardon Lionel, et tout ce qui était impossible avant le confinement est devenu possible. Moi, je trouve ça assez remarquable. Je pense chez nous, et je ne suis pas la seule d'ailleurs, j'ai une salle des marchés où on m'expliquait que salle des marchés, il fallait être présent à 100%, le télétravail, c'était pas possible, le flex office non plus, il fallait son poste, son bureau, son siège, il fallait même avoir une salle fermée à clé tellement c'était secret. Dès lors où il a fallu se confiner, en 24 heures, on a réussi à donner des liens aux collaborateurs pour qu'ils travaillent sa place de marché chez lui. Et moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, plus rien n'est impossible. Et je crois qu'on a repoussé les limites. Et parce que je vois une question d'une personne qui nous suit, Hélène, qui nous dit « Pensez-vous que le flex puisse s'adapter à tous les métiers ?» Je pense que oui. Par contre, il ne faut pas vouloir le faire de la même manière qu'aujourd'hui. Il faut être inventif, il faut casser les limites, il faut repenser la façon de travailler, peut-être avec de nouveaux outils. Mais oui, je pense que le flex peut s'adapter à tous les outils. Du reste, aujourd'hui, moi, tous les collaborateurs sont équipés à 100% d'un ordinateur portable. Donc, à partir du moment où vous avez un ordinateur portable, vous pouvez faire du flex office partout. Alors, évidemment, l'hôtesse d'accueil, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a des métiers postés où c'est plus difficile. Mais même moi, les standardistes, pour les mêmes raisons, à partir du moment où on s'est retrouvé confiné, en 48 heures, on a réussi à basculer le standard sur l'ordinateur portable des standardistes chez elles. Donc oui, c'est possible, des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées ou pas souhaitées en parlant de secret, de confidentialité. Et tout d'un coup, hop, il n'y a plus de confidentialité. Je pense à la dématérialisation du courrier. En février dernier, grand copil, dématérialisation du courrier, non mais absolument pas possible, vous vous rendez pas compte, au secours, toutes les informations extrêmement secrètes qui arrivent dans mon courrier, et hop, nous sommes confinés, ce sont les collaborateurs eux-mêmes qui nous ont dit, non mais là, trouver une solution, il faut qu'on reçoive notre courrier. On a dématérialisé, tout le monde est content, et aujourd'hui, le courrier est dématérialisé, on ne revient plus dessus, il n'y a plus de sujet de confidentialité. Donc en fait, ces crises, elles cassent les règles, elles nous poussent à aller. Elles font tomber des barrières. Elles font tomber des barrières et vraiment, moi, c'est la leçon que j'aurais tirée de cette année, c'est que ce qui est impossible un jour ne l'est plus le lendemain. Et ça, je trouve que c'est quand même assez extraordinaire. Mais c'est grâce aussi à la faculté d'adaptation de l'humain. Et une dernière chose, je suis désolée Lionel, mais j'ai vraiment envie de le dire. Peut-être que les entreprises vont faire des économies sur leur lieu de travail parce qu'ils vont avoir moins de mètres carrés, ils vont repenser les espaces. Mais je pense que le métier du DET et d'ailleurs de l'IT demain, ce sera aussi de traiter l'espace de travail chez le collaborateur. On ne pourra pas indéfiniment laisser les collaborateurs travailler dans des conditions qui soient pas correctes d'un point de vue ergonomie, d'un point de vue restauration et d'un point de vue financier, parce que tous les collaborateurs n'ont pas forcément les moyens d'avoir plus 10, plus 20% sur le facture d'eau ou d'électricité. Je pense qu'à un moment, l'entreprise va devoir se saisir de ce sujet, et si c'est pas les syndicats ou le médecin du travail, ce sera le chef d'établissement, parce qu'il y a une question de responsabilité. Qu'est-ce qui se passe si quand je travaille à domicile, je tombe dans l'escalier? Je suis en accident du travail ou pas? Voilà. Il y a un certain nombre de questions, soit sanitaire, confort, comment je vais vérifier que l'installation électrique de mon collaborateur est conforme. Voilà, il y a plein de sujets où on ne s'intéresse pour le moment qu'à la conformité des espaces dans l'entreprise. À partir du moment où l'entreprise accepte que le télétravail devienne une façon de travailler, d'ailleurs il y a des accords télétravail de signer, il y a un moment, la question de la responsabilité de l'employeur sur ces espaces en dehors de l'entreprise, elle est aussi forte que si c'était un hub ou un espace de coworking loué. Absolument, et tu anticipes d'ailleurs un tout petit peu sur la rubrique veille réglementaire de Mario, mais non, mais ça fera écho avec la rubrique veille réglementaire. Un dernier mot avec Odile avant de passer justement à cette rubrique, juste pour que je comprenne aussi sur quoi travaillent les fabricants de mobilier. Je pense que ce qu'a dit Dominique fait écho à ce que vous êtes en train d'imaginer. Oui, je suis à 100% d'accord avec vous, Dominique. Alors moi, évidemment, je représente le mobilier, hein. Mais pour nous, c'est essentiel que les gens soient vraiment bien installés, notamment avec un bon siège. Et alors, ce qui est très surprenant. Alors, c'est ce qui réclame en plus, Odile, si je peux me permettre. Ce qui ressort en premier aussi des études sur le télétravail, notamment des inconvénients à télétravailler chez soi, en tout premier, ce qui ressort, c'est l'ergonomie, c'est la qualité de la chaise et du bureau. Absolument. Nous aussi, dans nos enquêtes, c'est ce qui pêche. Et alors, ce qui est incroyable, c'est faites un petit sondage autour de vous.
hein, vos collaborateurs, vos amis, etc. Et quand vous leur dites, dis donc, ça serait super si ton entreprise pouvait mettre à ta disposition un bon siège, à minima, parce qu'évidemment, il faut tenir compte des habitats, des logements qui sont plus ou moins petits. On sait que tout le monde n'a pas une pièce dédiée. Mais pour ceux qui n'ont pas une pièce dédiée, ça fait à chaque fois un tollé. Les gens disent, oh, un siège de bureau dans mon salon, mais je n'en veux pas. Alors du coup, on a un beau challenge, nous les fabricants, c'est effectivement de continuer. Alors, attention, nous avons des fabricants, et vous les connaissez peut-être même mieux que moi encore, vous connaissez mieux leurs produits que moi qui ont des super sièges de bureau, mais c'est un joli challenge qu'ils sont en train de relever et de se dire, est-ce qu'on peut pas pousser encore plus loin les codes de l'habitat dans le siège de bureau, pour qu'effectivement, demain, les gens qui disent « Oh non, je ne veux pas de siège de bureau dans mon salon », disent « Ah ben si, j'en veux un parce que c'est super, il va pas dénoter dans mon intérieur. » Mais c'est très important. Enfin, vous l'avez vu, les enquêtes pendant le Covid ont montré qu'il y avait une recrudescence des maux de dos, des TMS, etc. Donc voilà, très important. Oui, c'est vrai que Sophie Viau nous rappelle que l'ergonomie ne se résume pas à l'assise. C'est vrai, c'est totalement vrai. Par contre, c'est vrai que dans les enquêtes, c'est beaucoup ressorti et ça a fait prendre conscience aussi aux salariés de la qualité finalement des équipements qu'ils avaient sur leurs espaces de bureau qui allaient de soi. Et finalement, là, on a vu que eh bien, il y avait une prise de conscience. En tout cas, merci à vous quatre. On arrive au bout de nos débats. On aura de toute façon l'occasion de revenir sur ces sujets lors de nos prochains magazines. Évidemment, je salue tout particulièrement Julie qui va nous quitter. Merci Julie, à très bientôt. Hop. Dominique Odile, Guillaume, vous restez avec moi. Nous allons accueillir ensemble Mario Fernandez pour la rubrique Règlement à la une. Et magnifique. Une mise en scène extraordinaire, comme vous pouvez le voir. Mario nous a rejoint. Mario Fernandez, chargé d'études et prospectives à l'ARSEG. Bonjour Mario. Bonjour Lionel et bonjour à tous. Bienvenue dans la rubrique Réglementation à la une. Aujourd'hui, l'ARSEG vous rappelle... Parfait. Alors attends Mario, je voulais avant ça, s'il te plaît, d'abord te remercier de participer à ce premier webinaire ARSEG Le Mag nouvelle formule. Redire que tu es donc que tu exerces au sein du pôle études et prospectives de l'ARSEG et donc tu as le redoutable honneur d'assurer cette toute première chronique consacrée à la réglementation. De quoi as-tu choisi de nous parler aujourd'hui? Je crois que ça fait assez écho avec ce que Dominique nous a présenté tout à l'heure concernant la responsabilité et de l'employeur, et tu vas nous le dire aussi, et du salarié s'agissant de la santé au travail. Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'ARSEG veut vous rappeler l'importance de l'article 4122-1 du Code du travail. C'est un pilier de la santé au travail qui est d'autant plus important, effectivement, dans cette période de pandémie. Et le principe de base, c'est que chaque salarié a la responsabilité de sa santé et de celle des autres collaborateurs, mais qu'au même temps, l'employeur est pénalement responsable en cas de contamination au sein de l'établissement, notamment s'il n'a pas mis en place des mesures de protection adéquates. Et il faut se souvenir que cet article est applicable également en situation de télétravail. Donc voilà, il n'y a pas une différenciation juridique entre télétravail et travail conventionnel par rapport au Code du travail et par rapport à cet aspect de la réglementation sur la santé au travail. Et pour continuer… Et ça, c'est la responsabilité du salarié. On oublie souvent que le salarié a une responsabilité quant à sa santé, mais à celle aussi de ses collaborateurs. Alors, vous voyez aussi que Mario vous a mis le lien de 2 guides que vous pourrez retrouver, les guides de bonne pratique à la fois de l'employeur face à la Covid-19 et aussi du salarié face à la Covid-19. Alors, tu viens de nous parler de la responsabilité des salariés et donc il y a également une responsabilité de l'employeur. Tout à fait. Rappelons d'ailleurs que d'après la Cour de cassation, l'employeur a une obligation de résultat d'empêcher le risque pour ses employés. Ni le COVID-19, et pas seulement de le diminuer, d'empêcher le risque. Tout à fait, tout à fait.
Et ni le Covid-19 ni le télétravail font exception à cette règle. Parce qu'en effet, l'employeur doit accompagner et ajuster les conditions de travail en fonction des capacités des salariés à leur domicile. Et dans le cas contraire, l'employeur doit fournir à ses salariés des conditions correctes d'accomplissement de ses missions ordinaires en télétravail pour se prémunir des risques. Et il faut s'interroger quand même ce qui se passe en cas d'accident ou de maladie professionnelle liée aux conditions de travail. La Cour de cassation estime également que l'employeur a commis une faute inexcusable si sa faute a joué un rôle direct dans la survenance de l'accident ou de la maladie. Et dans ce cas, l'indemnisation du salarié prend la forme d'une prise en charge des dommages non couverts par la sécurité sociale, mais également par les indemnités pour les préjudices physiques et moraux subis, ainsi qu'une majoration de rente ou de capital. Et oui, voilà. Ça fait vraiment écho à ce dont parlait Dominique tout à l'heure, hein, et il va y avoir un vrai sujet sur jusqu'où faut-il aller pour vérifier les conditions de travail du télétravailleur chez lui, hein, Dominique. Bah oui. Oui. Le télétravail, ce n'est qu'une extension du travail en entreprise. Et oui. Et du coup, est-ce que vous imaginez, Dominique, Guillaume, de devoir un jour, de pouvoir aller vérifier l'installation électrique, l'installation tout court du télétravailleur chez lui, et comment organiser ça d'ailleurs? Je ne sais pas si on se déplacera pour le faire ou si on aura des accords cadres avec des sociétés pour le faire pour nous, mais il me semblerait logique que l'installation du collaborateur soit vérifiée à minima une fois par an par l'employeur. Ouais, Guillaume. Après, nous, on met en place, on va dire, des protocoles pour leur donner un environnement de travail adéquat. Donc, par exemple, la possibilité d'avoir une prime pour acheter une chaise, on leur fournit un écran supplémentaire, ce genre de choses. Maintenant, il y a des prérogatives parce que nous, on est une société du cloud, donc on a une prérogative, c'est d'avoir une connexion internet digne de ce nom pour pouvoir travailler, parce qu'autrement, ils peuvent pas effectuer leurs tâches. Par contre, effectivement, sur toute la question sécurité, quand on parlait tout à l'heure, si en partant déjeuner, il se casse la figure dans les escaliers, est-ce que c'est un accident de travail? Est-ce que tout son environnement est bien sécurisé? Ça, c'est une vraie bonne question. Donc, est-ce qu'il faudrait qu'on se déplace pour aller là-bas, ou est-ce que ça deviendra, une prérogative pour pouvoir faire du télétravail, de s'assurer que le collaborateur est bien tout en sécurité chez lui pour pouvoir faire du télétravail? Parce que là, c'est vrai que la période actuelle a obligé, les sociétés à mettre en place du télétravail pour pouvoir travailler pendant la période du confinement. Mais je l'espère quand cette période sera terminée, ça pourra être des prérogatives à avoir pour pouvoir profiter de télétravail. Oui, oui. Tout à fait. Et ça Mario? ça devient d'autant plus urgent si le salarié déclare un risque chez lui, puisqu'il y a une présomption de faute inexcusable lorsque l'employeur s'est vu signaler un risque par le salarié ou aussi par le CSE. Donc, cette présomption joue également lorsqu'il y a une violation de l'obligation d'information ou de formation du salarié. Donc, effectivement, c'est ça l'employeur de vérifier, mais également, si un salarié indique clairement qu'il y a un risque chez lui, alors l'employeur, juridiquement, est obligé d'agir. Merci Mario pour cette toute première rubrique. On te retrouvera avec plaisir lors des prochaines sessions. On te retrouvera aussi, je crois, très bientôt pour les busy ratios de l'ARSEG. Hein, on a un webinaire prévu le 2 novembre. Donc, si vous êtes intéressé par ce sujet, retrouvez-nous le 2 novembre. Merci beaucoup, Mario. Allez, sans transition, je vous propose de passer à la rubrique « Repérer pour vous ». Alors, dans cette rubrique repérée pour vous, il faut d'abord m'afficher, voilà, que
je vous affiche le document que je n'arrive pas à afficher, je ne sais pas pourquoi. On va m'aider. Passer à la slide, voilà, passer à la slide suivante et afficher le document, s'il vous plaît, à l'écran. Voilà, parfait. Alors j'ai choisi aujourd'hui de partager avec vous 3 tendances repérées dans des articles, dans les médias. En fait, je vais surtout vous présenter ces tendances dont les médias se font l'écho et qui peuvent évidemment avoir un intérêt ou pas. À vous de juger pour les professionnels de l'environnement de travail. Première tendance, le bureau post-Covid et pourquoi pas dehors. Alors c'est un article paru en août dernier dans le magazine Oui Demain qui titrait sur l'essor du bureau en plein air, le présentant comme une solution possible au travail post-Covid. Alors pour présenter le sujet, l'article pointait le fait qu'un cluster sur 5 se déclarait en entreprise, indiquant que cela pouvait s'expliquer du fait des open space, je cite, souvent mal ventilés. Un sujet sur la qualité de l'air au passage. Donc, aux côtés du masque obligatoire et du télétravail, l'article propose d'étudier la piste du travail à l'extérieur, source de bien-être et d'efficacité d'après plusieurs études citées. Plusieurs solutions sont proposées, vous en voyez une à l'écran, donc des box, des cabines d'extérieur, tout équipées, connectées, dotées de panneaux solaires, et puis qui sont proposées alors par des sociétés. Celle-ci, je crois, est une société proposée par une société américaine, mais il y a aussi une société allemande qui propose un autre exemple. Alors, autre piste explorée, ce sera la slide suivante, les toits terrasses et autres ouvertures en façade, comme notamment, vous le voyez ici à droite, au siège de Facebook en Californie. Et oui, Facebook, lui, peut se payer des grands toits terrasses. Mais vous voyez aussi à gauche cette impressionnante ouverture en façade d'un tout nouvel immeuble à Chicago. Eh oui. Alors l'article pointe tout de même quelques contraintes auxquelles il va falloir apporter des solutions, du genre le climat. Et oui, il fallait y penser, le soleil, la pluie et le vent peuvent perturber le travail en extérieur. Également, un autre point sur lequel il faudra travailler, l'autonomie électrique, ou pour les box installées en pleine nature, l'accès à des infrastructures d'hygiène, pour parler poliment. Donc on voit qu'il y a encore un peu de travail. Ce genre de solution vous tente-t-il, Dominique, Guillaume, Odile? Je dirais moi, bien évidemment, mais ayant un siège social à Roubaix, ça peut être un petit peu compliqué en hiver. Pourquoi? Je ne vois pas. Qu'est-ce qui se passe à Roubaix? mais non, mais ou même ici à Bordeaux, là, vous avez juste à regarder le temps, il pleut comme il se doit à Bordeaux. Mais non, autrement, effectivement, travailler dehors, c'est plus qu'agréable, mais c'est une tendance. En tout cas, il y a une tendance, je crois, à vouloir mieux utiliser les espaces extérieurs déjà. Et ça, c'est vrai qu'on la suit depuis déjà quelques années. Allez, deuxième tendance que je voulais partager avec vous, le télétravail, oui, mais pas trop. Eh bien oui, après avoir très largement plébiscité le télétravail pendant le confinement, les Français effectueraient un retour en arrière. C'est en tout cas ce que laissent apparaître les chiffres présentés par le magazine Challenge, qui cite les résultats d'une enquête menée par Odoxa, qui indique que 71% des Français ne souhaitent pas télétravailler davantage. Ils étaient seulement 45% en avril dernier. Alors c'est un retournement qui mérite cependant quelques bémols. Des différences importantes existent entre la région parisienne, les grandes métropoles et le reste du territoire national, d'une part, et entre les secteurs d'activité, d'autre part. Les franciliens et les salariés du secteur banque-assurance, par exemple, restent attachés plus que d'autres au développement du télétravail. L'article n'indique pas par ailleurs si ces salariés interrogés ont déjà bénéficié d'une extension de leur temps de télétravail depuis avril dernier, ce qui pourrait expliquer en partie ce résultat, tendance donc à confirmer. Enfin, troisième et dernière tendance que je voulais partager avec vous, patron, vous auriez 2 € parce que je télétravaille aujourd'hui. On termine par ce clin d'œil, mais qui n'est pas si anecdotique d'ailleurs pour les directeurs de l'environnement et directrices de l'environnement de travail.
Un récent article du Midi Libre s'intéresse au coût du télétravail et aux réflexions en cours dans différents pays européens sur l'éventuelle compensation que les entreprises pourraient être amenées à verser à leurs télétravailleurs. Il cite notamment une décision du gouvernement néerlandais qui a décidé de verser jusqu'à 363 € par an à ses fonctionnaires télétravailleurs. Alors pourquoi 363 € ? Précisément, me direz-vous, eh bien, parce que les autorités se sont basées sur un calcul très sérieux effectué par le NIBUD. Je ne connaissais pas, c'est l'Institut national d'information sur le budget, un organisme qui aide les familles à mieux gérer leurs finances et qui a déterminé qu'une journée de télétravail coûtait 2 € aux salariés. Café, thé et papier toilette inclus. Je ne rigole pas. Alors sont inclus également l'énergie et l'eau. On ne nous dit toutefois pas combien de douches sont incluses pour ce tarif, ainsi que l'amortissement de la table et de la chaise. On y revient, on en parlait tout à l'heure. Les autres équipements, autres mobiliers, téléphones, ordinateurs, doivent quant à eux être fournis par l'entreprise. Alors, pour ou contre la prise en charge du papier toilette chez le télétravailleur, le débat est ouvert. Voilà, vous voyez qu'on ne s'ennuie pas quand on lit les articles de nos amis de la presse écrite et de la presse web d'ailleurs. Alors bon, je ne sais pas vous si vous avez eu de telles demandes, Dominique Guillaume. Je pense que ça devrait arriver. On pourra en discuter lors d'un prochain webinaire, mais je pense qu'il y a des demandes assez étonnantes qui pourraient vous être transmises. Je ne sais pas si vous en avez eu. Mais du coup, on les a déjà, nous, les 2 € par jour en télétravail. Quelle chance! Ah oui, mais je ne pensais pas que c'était une chance, du coup. Mais effectivement, oui, ça plus les tickets resto. Mais oui, on les a bien, les 2 € par jour, en télétravail, bien sûr. C'est magnifique. D'accord. Nous, on les a pas. Ils sont demandés par certains collaborateurs qui osent, et je dis bien qui osent, parce que évidemment vous imaginez bien qu'il y a une frilosité à aborder ce type de sujet avec la RH ou avec son manager. La frilosité, elle vient du fait qu'on n'a pas envie de se faire répondre qu'on n'a qu'à venir au bureau tous les jours. Et que finalement le télétravail c'est aussi un confort et que c'est une opportunité pour le salarié et non pas une obligation. En tout cas, c'est comme ça que ça peut être présenté quand on ne souhaite pas participer aux dépenses du collaborateur. Et puis après, c'est toujours celui qui réclame qui n'est pas forcément très bien vu en France dans son entreprise. Donc, c'est plutôt un sujet, à mon avis, qui va émerger de nos IRP qui vont amener les DRH à se poser la question de comment, c'est ce qu'on en revient au même discours, on fait des économies dans l'entreprise. Oui, sur le dos entre guillemets du collaborateur, comment on peut faire pour que le collaborateur y trouve son compte. Vous savez, quand vous avez un restaurant d'entreprise et que vous avez entre 3 et 5 € de subvention tous les midis pour déjeuner, le jour où vous n'êtes pas au bureau, c'est toujours ça qui n'est pas dépensé par l'employeur. Ça va vite, hein. Quand vous avez aujourd'hui, nous on a 50% de taux de présence dans la tour, vous multipliez ça par rien que la subvention déjeuner, vous appliquez ça sur l'année, c'est colossal. Donc, et forcément, le collaborateur, il part du principe que s'il avait ses 3, 4 ou 5 € pour déjeuner tous les jours, ça lui permettrait de prendre en charge une partie de ses frais ou de déjeuner plus correctement. Donc, on va y venir. Moi, je suis persuadée qu'on va y venir parce qu'on a toute une frange de population qui, en plus, pour qui ces 2 € sont importants. C'est clairement un débat qui va nous occuper dans les semaines et les mois qui viennent. Moi, je propose de poser cette question dans notre prochaine enquête, puisqu'on va faire notre enquête en 2021. Et ce sont les gens qui travaillent qui répondent. Donc, on va poser la question pour voir effectivement. Là, ils oseront répondre puisque c'est anonyme. Voilà. T'as raison. Très bonne idée, Odile. Laetitia nous dit les Suédois travaillent dehors et disent il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc Patrice lui répond donc l'employeur doit prévoir des damarres, si j'ai bien compris. Pourquoi des damarres, Patrice? Bon, on retourne dans le Nord. Allez, on arrive bientôt au terme de notre émission, mais avant cela, j'aimerais que Caroline Brive et Clémentine Breneau, les forces vives du pôle communication et événementiel de l'Arsègle, nous rejoignent pour parler de plusieurs actus importantes et peut-être surprenantes. Voilà, ça c'est du teasing jingle.
Caroline, Clémentine, bonjour. Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver derrière l'écran, certes, mais de vous retrouver. On est souvent en off et on ne vous voit pas, donc ravis de vous retrouver ce soir pour les petites actus de l'ARSEG. C'est ce que j'allais dire. Merci de passer devant la caméra, vous qui êtes si souvent derrière. Caroline, tu es la responsable du pôle communication et événementiel de l'ARSEG et avec Clémentine qui t'assiste dans ces missions. Vous vouliez partager avec nous quelques actus importantes et aussi, peut-être pour certains, surprenantes. Alors, allez-y, mettez des paillettes dans nos vies. On va essayer. On n'est pas à Cannes, mais on va essayer quand même. Première grande info, je sais que vous l'attendez, elle a été repoussée. L'Assemblée générale ordinaire, le grand rendez-vous de votre association, aura lieu vendredi à 16h et pour la première fois en version digitale. Donc, pas d'inquiétude si vous ne pouvez pas vous connecter à 16h. N'hésitez pas à envoyer vos pouvoirs avant jeudi après-midi. Et pour vous connecter, si vous êtes disponible, vous allez recevoir un petit mail vendredi matin, donc avec toutes les informations techniques et logistiques. Donc, n'hésitez pas à vous connecter et puis surtout à voter, puisque cette année, la gouvernance change. Et donc, renouvellement complet, COMEX. Voilà, donc rendez-vous vendredi. Rendez-vous est pris. Clémentine. Alors, qui dit changement de gouvernance dit également changement de bureau, puisque le scoop du jour, c'est que l'ARSEG déménage. Donc, à partir de janvier 2021, vous retrouverez le bureau de l'ARSEG dans un endroit encore top secret, mais qu'on vous révèle ce soir en avant-première par une petite vidéo. Oh! Super, c'est très chouette la vidéo. Donc, si j'ai bien compris, lors de nos prochains micro-trottoirs, on pourra vous interroger sur la dalle de la Défense. Tout à fait. Bon, alors un choix radical. Vous partez. Choix radical et de circonstances. Le timing était parfait, j'ai envie de dire. Oui, maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut faire les cartons. Et je pense que Dominique sait de quoi on parle. On a des bons prestataires, on a des bons partenaires à l'ARSEG, vous savez, il y a des membres associés efficaces. Allez, dernière actu que vous vouliez partager avec nous. Donc, nous préparons l'année 2021 et là, je vais m'adresser à tous les membres associés qui sont présents ce soir, puisque la campagne de positionnement pour pouvoir bénéficier d'un atelier commencera le 30 novembre. Donc, notez bien cette date. Un petit mail vous sera adressé et vous pourrez ainsi vous manifester pour bénéficier de ce créneau privilégié. Voilà, donc le 30 novembre dans la matinée. Voilà, donc soyez prêts, hein, parce que vous savez qu'il y a peu de créneaux, il y a peu d'élus, donc voilà, il faut être prêt, il faut avoir le bon sujet, être présent le bon jour au bon moment. Hein. Voilà, donc merci beaucoup Caroline et Clémentine d'avoir partagé ces actus avec nous. Merci également à Dominique, à Guillaume et à Odile. Je remercie bien sûr Julie et Mario, ainsi que Clémentine Agoun et Thibaut Lochu. Merci à vous tous de votre présence et de votre participation. Nous arrivons à la fin de notre premier webinaire ARSEG Le Mag, nouvelle formule. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Rendez-vous début décembre pour le prochain numéro du webinaire ARSEG Le Mag. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.